Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Signature de plusieurs accords donc entre Djibouti et le Kenya pour renforcer notamment la coopération bilatérale, et au Proche-Orient, Israël bombarde des positions militaires iraniennes en Syrie. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Une grande cérémonie protocolaire a été réservée à l'honneur du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui avait entamé donc hier sa visite officielle de 2 jours au Kenya à l'invitation de son homologue kenyan Uhuru Kenyatta. À son arrivée donc au palais de l'État du Kenya, le chef de l'État a été chaleureusement reçu par son homologue kenyan Uhuru Kenyatta. Et peu après donc, les hymnes nationaux des deux pays ont été exécutés par la fanfare et 10 coups de canon ont retenti en signe de bienvenue au président Guelleh. Et le président de la République a ensuite passé en revue les unités des forces armées venues lui rendre les honneurs. Et par la suite, le président de la République, toujours accompagné de son homologue kenyan Uhuru Kenyatta, a salué également les hautes autorités politiques, civiles et militaires du Kenya. Et à son tour, donc, le président kenyan Uhuru Kenyatta a salué également la forte délégation accompagnant le président Ismaël Omar Guelleh dans ce déplacement au Kenya.
Et s'en est suivi par la suite donc un entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Cette rencontre a permis donc de faire un tour d'horizon des relations bilatérales et de la coopération entre les deux parties, notamment en matière économique, commerciale et sécuritaire. Le chef de l'État donc a entrepris cette visite avec une forte délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères, le ministre en charge d'investissement, le ministre de l'Énergie ainsi que le ministre du Commerce. Cette visite du président Guelleh sera essentiellement marquée par la volonté des deux pays d'accroître leur niveau d'échange et de coopération, notamment dans le domaine précis des investissements, du commerce et de la formation professionnelle. Les deux parties formaliseront leur volonté d'accentuer cette coopération. Plusieurs accords devront être donc signés au cours de ces déplacements. Et l'entretien en tête-à-tête donc entre les deux chefs d'État a permis de faire un tour d'horizon des relations bilatérales et de la coopération entre les deux parties, notamment en matière économique, commerciale et sécuritaire. Les deux dirigeants ont également abordé plusieurs questions touchant à la situation régionale. Ce tête-à-tête a été suivi par une réunion de travail élargie où les ministres et hauts responsables des deux pays ont été invités par leurs dirigeants à exposer certains aspects de la coopération bilatérale. Là où les choses ont beaucoup avancé et d'autres ont donc quelque peu péché faute de mise en place de mécanismes appropriés d'exécution. En ouvrant cette rencontre, le chef de l'État kényan a souhaité la bienvenue à ses hôtes djiboutiens, indiquant que les relations entre les deux pays sont exemplaires à plus d'un titre, au-delà des échanges commerciaux, de la parfaite coordination entre les responsables politiques des deux pays. Le président Kenyatta a beaucoup insisté sur la stabilité de la sous-région. Il a en outre salué les performances économiques de Djibouti et le renforcement des infrastructures de base de l'État. Et de son côté, le président Ismaël Omar Guelleh a remercié son homologue et ses hôtes pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a mis en évidence donc l'importance d'une dynamisation des relations bilatérales entre les deux pays. Il faut consolider ce partenariat entre les deux pays, a indiqué le président Guelleh, avant d'ajouter que la stabilité et la paix sont des facteurs déterminants pour asseoir les bases d'un développement durable. Et lors de ces échanges, le président kényan a précisé, je cite, « Nous avons parlé de la manière d'agir pour renforcer notre coopération et de sécuriser notre nation. Nos deux nations sont dans une région très troublée et nous avons évoqué les mesures à prendre afin d'assurer la sécurité et la prospérité de nos populations », a ainsi déclaré le président Kenyatta. Le président Kenyatta a également souligné que le partenariat établi entre Djibouti et le Kenya est fort et touche de nombreux secteurs. Il a ajouté que des efforts sont déployés pour rendre cette coopération plus solide et avantageuse aux deux parties. Il a enfin indiqué que les deux pays font face au même genre de défis car ils se trouvent dans une région qui a été ravagée par plusieurs décennies de conflits, par une nouvelle forme de criminalité transfrontalière et par les actes terroristes. Et prenant la parole à son tour, le président Ismaël Omar Guelleh a déclaré que Djibouti souhaitait renforcer son partenariat avec le Kenya pour le développement de la région et sa pacification. Le président Guelleh a indiqué que Djibouti et le Kenya travaillaient ensemble pour pacifier la Somalie et s'assurer de sa stabilisation. Le numéro 1 djiboutien a insisté sur le fait que toute instabilité dans un pays donné entraîne des menaces sur les autres États avec l'afflux de réfugiés et de déplacés qu'il faut héberger, nourrir, surveiller, ces menaces devant être éliminées. Nous sommes dans une région troublée où nous sommes confrontés à l'extrémisme et à la violence. C'est pourquoi nos militaires sont en Somalie pour l'aider à retrouver la stabilité car ce qui se passe en Somalie a un impact immédiat sur nous tous, a déclaré le président Ismaël Omar Guelleh. Le chef de l'État djiboutien a déclaré enfin que Djibouti, tout autant que le Kenya, est sincère dans son désir de pacifier la Somalie. La réunion élargie aux deux délégations s'est conclue par la signature de nombreux accords. Le Kenya et Djibouti ont signé donc des accords pour stimuler le commerce et renforcer la coopération dans de nombreux autres secteurs. Les deux dirigeants, Ismaël Omar Guelleh et Uhuru Kenyatta, ont supervisé la cérémonie de signature des accords. Ceci oblige notamment les deux nations à protéger les investissements privés ou publics dans chaque pays. Les deux parties ont manifesté leur désir de promouvoir une plus grande coopération économique. Le président Kenyatta a insisté donc que le partenariat qui existe entre le Kenya et Djibouti est solide et qu'il importe d'aller de l'avant. Le président Guelleh est allé dans le même sens en précisant que Djibouti souhaite renforcer son partenariat avec le Kenya, pacifier la sous-région et promouvoir l'intégration économique régionale.
Et il faut également souligner donc que ces rencontres entre le président Guelleh et son homologue kényan ont permis de fixer de nouveaux objectifs communs aux deux pays, d'accroître le niveau de concertation et de coordination. Une action conjointe donc est également amenée à se manifester au niveau de la sous-région pour annihiler les ingérences extérieures. Djibouti et le Kenya donc ont des intérêts à défendre et une même vision sur de nombreux dossiers. Les deux pays œuvrent ensemble en faveur de la stabilisation et de la sécurisation de la région et les dirigeants des deux pays sont convaincus qu'un développement durable passe d'abord par la stabilité. Les guerres civiles et les conflits entre États voisins entravant ce processus. Le président Guelleh et son homologue kényan ont une convergence de vues sur toutes les questions touchant la sous-région et veulent éviter que la tension perceptible dans la région du Golfe ne soit transposée dans cette partie est du continent africain. Et ces différents accords donc ont été paraphés par les différents membres du gouvernement accompagnant le président de la République durant ce déplacement au Kenya, notamment le ministre du Commerce, le ministre chargé donc des investissements, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a décoré ce matin de la médaille de commandeur de l'ordre national du 27 juin le président du Majlis al-Shura du Royaume d'Arabie Saoudite, Cheikh Abdallah bin Mohamed bin Ibrahim al-Sheikh, en visite de travail à Djibouti. La cérémonie s'est déroulée dans le salon d'honneur de la primature en présence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, et de son vice-président. Outre les parlementaires, le secrétaire général de la primature et l'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite étaient présents lors de la décoration. Le président du Majlis al-Shura du Royaume d'Arabie Saoudite et sa délégation sont arrivés à Djibouti pour une visite de travail et avaient rencontré les plus hautes autorités djiboutiennes durant son séjour à Djibouti, dont le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Cette visite du président du Majlis al-Shura du Royaume d'Arabie Saoudite donc illustre l'excellence des relations entre Djibouti et l'Arabie Saoudite. Toujours en nouvelle nationale, un atelier donc visant à protéger les maladies donc des petits ruminants s'est ouvert aujourd'hui à l'hôtel des Acacias. Cet atelier est conjointement organisé par le ministère de l'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Negat Fouad nous en dit plus. De validation s'inscrit dans le cadre du programme mondial de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants, placé sous la présidence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et l'Organisation mondiale de la santé animale. Soutenu par le projet de sécurisation du système pastoraux, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la FAO, sous tutelle du MAEP-RH. Ce projet a comme priorité stratégique la sécurité du système pastoraux, le renforcement de la résilience des populations pastorales aux difficultés du milieu, et plus particulièrement la résilience de la population les plus vulnérables à la sécurité alimentaire en République Djibouti. Sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des revenus et des conditions de vie des éleveurs, ainsi qu'à la croissance économique en République de Djibouti. Plus spécifiquement, il s'agit de connaître la situation épidémiologique de la peste des petits ruminants en République de Djibouti en vue de son contrôle et de son éradication. Il s'agit également de renforcer adéquatement les capacités des services vétérinaires et ainsi améliorer le contrôle des autres maladies prioritaires des petits ruminants.
Et de son côté, le directeur de l'élevage et des services vétérinaires Moussa Ibrahim Cher a expliqué dans son intervention que la République de Djibouti donc fait partie de la région de l'Igad avec un potentiel considérable en ressources animalières. Cela implique l'existence de nombreuses maladies dangereuses, souvent transfrontalières, qui demandent un effort important de contrôle. Nous l'écoutons. Les pays de l'Igad sous l'égide de l'Union africaine BIRA et la FAO, une stratégie de lutte contre les maladies transfrontalières a été adoptée courant 2013. Ainsi, 9 maladies prioritaires qui entravent le commerce du bétail des pays membres de l'IGAD ont été définies. Par la suite, chaque pays membre de l'IGAD a entrepris des enquêtes sérologiques afin de déterminer son statut sanitaire vis-à-vis de ces maladies. Concernant la République de Djibouti, un échantillon représentatif de 2300 sérums d'animaux ont été analysés sur 5 parmi les 9. Les résultats ont été présentés il y a quelques temps. Je ne reviens pas là-dessus. Bon, l'enquête a révélé quand même une prévalence de 6% pour la PPR, dont il est objet aujourd'hui. Donc actuellement, on peut dire que les capacités des services vétérinaires sont renforcées, les postes vétérinaires sont rénovés et équipés grâce au projet Ici Cher, exécuté par la FAO. Chaque année, les acteurs de terrain et les auxiliaires de santé animale bénéficient d'un recyclage. Toutes les conditions sont donc réunies aujourd'hui pour participer au programme mondial de lutte contre la PPR et les autres pathologies du petits ruminants. Comme vous savez, la peste bovine qui a longtemps décimé les cheptels bovins à l'échelle mondiale a été éradiquée en 2011 avec un programme de lutte d'une durée de 20 ans. Toujours en nouvelle du pays, en cette période de début d'été où le nombre de vacanciers en départ pour les vacances augmente, la société djiboutienne de chemin de fer a enregistré ce matin un nombre important de passagers dépassant les 300. Ce train donc de promotion offre des services de qualité avec la restauration et une durée de 4 heures de trajet pour relier Djibouti à Deridawa. Une durée de trajet donc beaucoup réduit quand on sait que pour l'ancien train, il fallait une demi-journée pour relier ces deux villes. Le service de douane de la police nationale de frontières ou la gendarmerie nationale sont à pied d'œuvre et sont impliqués dans ce travail pour faciliter la circulation des biens et des personnes. La direction de la société de chemin de fer de Djibouti appelle donc les Djiboutiens à tirer profit de cette opportunité. Notre équipe sur place a également pu interviewer pour nous le directeur général de la société de chemin de fer de Djibouti, M. Mohamed Roblé Dabbar, qui s'est exprimé en ces termes. De départ des grandes vacances et bientôt, bien sûr, la fermeture des écoles. Vous voyez, aujourd'hui, il y a à peu près 300 personnes qui vont prendre des trains à destination de Deridawa et Addis Abeba. Et nous sommes vraiment dans les préparatifs avec les différents services de l'État pour faciliter autant que possible le service et l'accueil pour les passagers. On a ouvert maintenant depuis le 25 avril, on a ouvert un guichet dans notre bureau en centre-ville et ça permet aujourd'hui donc voilà, pour certains, il y a la moitié qui ont acheté chez nous sur le 300 aujourd'hui, donc c'est une bonne chose et ici l'objectif c'est également encore informer les publics qu'il y a une autre possibilité, il y a un deuxième guichet à part Nagad. Ça c'est une chose. Deuxième chose, nous avons discuté avec le gestionnaire délégué qui est le groupe chinois. Nous avons également discuté sur les services de restauration dans l'enceinte du train. Alors on va essayer de mettre en place un service de qualité suffisamment suffisant pour servir tous les passagers jusqu'à la destination finale. Alors l'autre sujet qu'on a discuté avec le groupe, c'est augmenter les trafics de trains passagers selon la demande. Alors aujourd'hui, nous avons un train sur deux. À partir du fin du mois de mai, juin, nous essayerons de doubler en prévoyant un train tous les jours. Un train direct Deridawa, retour, et le lendemain,
pour jusqu'à Addis Abeba. Et pour clore l'actualité nationale, la mairie de la ville de Djibouti, en collaboration avec l'association SOS Djibouti Propre, a tenu donc à la bibliothèque municipale un atelier pour sensibiliser donc les jeunes des différents établissements scolaires sur la propreté et l'hygiène dans l'environnement. En effet, l'audience était principalement composée d'élèves, l'objectif étant donc de prodiguer à ces jeunes la notion de propreté. Sous forme de projection, ces jeunes donc ont pu constater que la propreté était l'affaire de tous. Ces derniers seront désormais ambassadeurs pour porter le message. Les premières victimes de l'insalubrité sont les enfants le plus souvent. Protégeons-les en préservant notre environnement. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière de l'Asr. Nous nous retrouvons juste après pour la suite de notre édition. Dans la suite de notre édition, et nous passons tout de suite donc à l'actualité régionale et internationale avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed. Alors on va commencer avec les tensions entre Israël et l'Iran ont connu un brusque accès jeudi matin avec pour la première fois des tirs de roquettes directement attribués à l'Iran vers des positions israéliennes, provoquant une vigoureuse riposte de l'État hébreu en Syrie. L'armée israélienne a frappé dans la nuit d'hier et aujourd'hui des dizaines de cibles militaires iraniennes en Syrie. On représailles des tirs de roquettes attribués à l'Iran sur ses positions dans le Golan, a indiqué le porte-parole de l'armée israélienne. Mais Ahmad, rappelons-le, l'agence officielle syrienne Sana a indiqué aujourd'hui l'aube que certains missiles israéliens avaient touché des bases militaires ainsi qu'un dépôt d'armes, un radar militaire, sans préciser toutefois leur emplacement, Ahmad. Et l'autre sujet... Eh bien, Ahmed, dans l'autre sujet, au Sud-Soudan, les affrontements s'enchaînent depuis le début de la guerre civile en 2013. L'intenable situation humanitaire au Sud-Soudan est presque insoutenable. Regardez. Les affrontements s'enchaînent depuis le début de la guerre civile en 2013. Après une année de calme relatif, les combats entre les forces gouvernementales et l'opposition ont repris en intensité. Pour Hiroko Ihara, chef de la mission de l'ONU au Sud-Soudan, ces regains de violence est lié au pourparlers de paix prévu ce mois-ci en Éthiopie. La guerre civile entre sa 5e année au Soudan du Sud. Des conflits armés sont en cours dans les États d'unité, Jonglei, Nil supérieur, Équatoria centrale. Les ONG craignent que la situation ne s'enflamme aussi dans l'ouest du pays. La guerre a engendré un contexte humanitaire désastreux. Plus de 2 millions de personnes sont réfugiées dans les pays voisins et on dénombre autant de déplacés internes. Le chef du bureau de Bentiu, Mustafa Ben Moussoud, tire la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, plus de 6 millions de Sud-Soudanais souffrent d'insécurité alimentaire, conséquence directe du conflit. Les cours du... Eh bien, Ahmed, dans le deuxième sujet, on va évoquer le pétrole et au plus haut depuis 2014 après la décision de Donald Trump sur l'Iran. Le cours du pétrole en bondit hier et aujourd'hui, leur plus haut niveau depuis le novembre 2014, galvanisé, Ahmed, par le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien ainsi que par une nette baisse des réserves des produits pétroliers aux États-Unis. Regardez. Les pétroles ont bondi hier, leur plus haut niveau depuis novembre 2014, galvanisé par le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien ainsi que par une nette baisse des réserves des produits pétroliers aux États-Unis. À Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a terminé avec $117 sur l'Intercontinental Exchange, en hausse de $2,36 par rapport à la clôture d'hier. Les prix du brut n'avaient pas beaucoup réagi mardi, juste après l'annonce par Donald Trump du retrait de son pays de l'accord signé à Vienne en juillet 2015, par lequel l'Iran a accepté de brider son programme nucléaire en échange de la levée d'une partie des sanctions internationales visant la République islamique. Washington a choisi l'option la plus radicale en rétablissant l'intégrité des sanctions levées, mais aussi en annonçant des sanctions encore plus sévères et en forçant les entreprises étrangères à choisir rapidement entre faire des affaires en Iran ou aux États-Unis. Cependant, certains des autres signataires n'ont pas abandonné l'idée de sauver l'accord. Le président français Emmanuel Macron estime notamment que la décision du locataire de la Maison-Blanche était une erreur. Voilà donc tout ce que l'on pouvait dire concernant l'actualité régionale et internationale. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.